Je sais pas comment commencer cette vidéo. Je voulais faire une vidéo un petit peu pour vous expliquer ma vie, mon passé, surtout ce que j'ai vécu de positif et aussi surtout de négatif. Je me suis dit que ça pouvait être bien de savoir s'il y a des filles qui sont passées par là ou qui passent par là actuellement, déjà que vous n'êtes pas seule. Je pense que c'est un sujet assez tabou. On en parle de plus en plus mais qui reste quand même assez tabou aujourd'hui. Donc je me suis dit que moi j'allais partager mon histoire si ça peut en aider certaines et moi aussi peut-être m'aider dans le côté de libérer tout ça et d'enfin en parler, que ce soit plus justement un sujet dont moi j'ai eu en tout cas honte pendant longtemps. Quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré mon premier chéri. Moi j'en avais 17, il en avait 23 et il s'est avéré au fil des années, je m'en suis rendu compte après bien évidemment, que c'était un pervers narcissique. C'est pas moi qui dis ce terme, j'aime pas ce terme, j'ai l'impression que tout le monde l'utilise pour tout et n'importe quoi. Mais c'est nombreuses psychologues que j'ai dû aller voir après qui ont utilisé ce terme. En gros, je suis tombée mais follement amoureuse. Il était plus vieux, moi j'étais, du coup je passais mon bac en dernière année, lui il avait déjà un travail. Il était plus grand quoi et du coup forcément moi j'étais jeune, naïve, je pense que je suis toujours un peu facilement manipulable et j'aurais vraiment fait littéralement tout pour qu'il m'aime. Tout pour qu'il me donne de l'amour, quitte à changer complètement qui j'étais, à modifier ma personnalité. Pour vraiment lui plaire, j'ai été jusqu'à me faire détester à l'école. Pourquoi ? Parce que les pervers narcissiques, ils ont cette emprise sur vous, ils veulent accueillir que eux dans votre vie. Ils veulent être tout pour vous, ils y arrivent bien et du coup ils essayent un petit peu, enfin moi en tout cas il a essayé de faire en sorte que j'ai plus que lui. Donc il m'a éloignée de ma meilleure amie, il m'a éloignée de tous mes amis et du coup dès que quelqu'un me parlait, que ce soit un mec ou même une meuf ou quoi, il pétait un petit peu des câbles. Et même si on était en relation à distance, il avait énormément d'ancrage sur moi parce qu'il m'appelait tout le temps. Donc moi j'étais au lycée, il m'appelait sur le chemin de l'école, il m'appelait une fois que j'étais en cours jusqu'à ce que vraiment le cours commence, il raccrochait pas. Il m'appelait à chacune de mes pauses, il m'appelait à la pause midi, enfin quand je remontais le midi, enfin vraiment dès qu'il pouvait m'appeler, il m'appelait tout le temps. Et si il entendait que quelqu'un me disait bonjour ou me parlait, après il pétait des câbles. Et moi comme j'avais peur et je l'aimais et je détestais me prendre la tête et je déteste toujours le conflit, j'ai extrêmement peur du conflit, j'ai tout fait vraiment pour qu'on arrête de me parler. Quand on me demandait des feuilles, j'étais super renfermée et je regardais mal les gens pour que personne vienne me parler. Pas parce que, c'est pas moi, de base je suis quand même très sociable et assez solaire, mais juste parce que j'avais extrêmement peur après des représailles. Et je m'en souviendrai toujours, il y a un de mes meilleurs amis à l'époque, Romain, c'est vraiment le mec, il m'emmenait tous les jours à la plage et tout, il venait me chercher en moto quand j'étais jeune. Maman, si tu regardes cette vidéo, on prenait le bus. Mais il venait me chercher à chaque fois, vraiment, j'ai passé mon été en tout cas avec lui et d'autres amis. Et je m'en souviendrai toujours, un jour il est venu dans la classe, on avait un cours en commun. Et il vient devant moi, il me fait comme ça et tout pour me checker, quoi, pour me dire bonjour. J'étais au téléphone en même temps avec mon ex et je l'ai regardé droit dans les yeux et je ne lui ai pas répondu, je ne lui ai pas dit bonjour, je ne lui ai pas checké la main. Et il m'a dit, lui il m'a parlé, je crois, j'ai plus ce qu'il m'a dit, coucou ça va, et je l'ai regardé droit dans les yeux, je n'ai pas répondu parce que j'avais tellement peur si je répondais. Au point où je passais même plus pour aller au lycée, je passais par l'entrée du collège pour plus que les gens me voient, pour arriver vraiment au dernier moment en cours et juste rentrer en cours et vite sortir en première du cours, que personne n'était en fait de m'adresser la parole. Et même s'il n'était pas au téléphone avec moi, je le faisais parce que j'avais tellement peur qu'un jour il apprenne que je préférais lui dire moi les choses. Donc je lui disais même moi quand quelqu'un me disait bonjour ou quoi, parce que j'avais peur de ce qu'il allait dire. J'ai dû supprimer tout le monde de Insta, j'avais quasiment plus rien, c'est lui qui choisissait les photos que je postais, c'était que des photos de nous et c'est des photos où parfois moi je me détestais dessus, pour moi c'était pas des belles photos quoi, mais c'est lui qui choisissait tout. Et si un jour j'ai posté, j'ai pas choisi la photo que lui il avait choisi, j'en ai choisi une autre quand même de nous deux, je me suis fait exterminer parce que il fallait qu'il contrôle absolument toute ma vie. Et ça, c'était la première année où on était ensemble. Et la deuxième année où on était ensemble, je déménage à Paris, seule avec lui et j'emménage avec lui. Donc non seulement je me retrouve vraiment seule avec lui, mais en plus je suis à des kilomètres de ma famille, de mes parents, des seules choses du coup qui me restaient, étant donné que eux ils vivent en Corse. Et je me retrouve du coup seule, ça commence à très mal se passer. Déjà il me fait arrêter le sport. Moi j'étais très sportive et je faisais du taekwondo de base. Il me fait arrêter le taekwondo parce qu'il est jaloux. Et ensuite, la salle, il a pas envie que j'y aille. Je voulais m'inscrire à l'époque à la salle parce que je vais me faire draguer, parce qu'il y a des garçons, on va me parler, etc. Et du coup, je me retrouve à complètement arrêter le sport, à manger ce que lui il veut qu'on mange quasiment tout le temps, donc pas à manger forcément très healthy. On faisait pas souvent des soupes, quoi.
Et je fais une première école, ça se passe pas bien, je change. Là, pareil, je commence à me faire un petit peu des copines, donc ça va, mais je peux pas non plus sortir avec elles. Après, faut que je rentre à la maison. Et c'est très manipulateur dans le sens où il me dit pas, t'as pas le droit de sortir. C'est toujours, mais je veux que tu sois avec moi, viens, on passe du temps ensemble. Et du coup, je pouvais pas faire autre chose. Mais c'est jamais dit de façon claire et nette en mode non, t'as pas le droit de sortir ou je t'interdis de sortir. Pareil, j'avais pas le droit de porter de vernis rouge, en revanche. Parce que il me disait que ça faisait prostituée. On va tenir le terme comme ça. J'avais pas le droit de porter des t-shirts imprimés parce que je faisais trop mec. On en est arrivé vraiment à quand je vous dis qu'il contrôlait tout, c'est qu'il contrôlait tout. Et après, le fait juste de contrôler, il a commencé vraiment à m'humilier. Je m'en souviendrai toujours, je pense, le truc qui m'a le plus, même actuellement, où j'ai encore honte. Moi, je suis pas très à l'aise en début de relation, même si ça faisait 1 an, d'aller aux toilettes quand il y a mon conjoint ou quoi qui est ici. Et un jour, il m'a demandé si j'avais été aux toilettes. J'ai dit du coup que non. Et en plein milieu de la nuit, il me prend tout, il me met devant les toilettes, il me baisse mon pantalon et il me fait asseoir sur les toilettes. Donc déjà, le geste est super humiliant et rabaissant. Et du coup, je suis assise et lui debout, donc il était déjà en position de force et moi, je suis à moitié nue. Et il me dit qu'il bouge pas de là tant que j'aurais pas été aux toilettes. Et il ferme la porte et il me dit, bah, t'es obligée d'aller aux toilettes. Mais c'est hyper humiliant, mais c'est dit dans le sens, je fais ça pour toi, parce que c'est pas bien, enfin parce que c'est pour toi, c'est pour ta santé. C'était toujours pour moi. C'était des trucs super humiliants, super abaissants, mais ils faisaient toujours passer ça en mode c'est pour toi. Et c'est comme ça en fait qu'ils gardent un petit peu leur emprise parce qu'on se rend pas compte, enfin parce qu'on a envie en fait d'y croire que oui c'est pour nous, que c'est pour notre bien. 17 ans, on est jeune, on connaît rien à l'amour. Moi c'était mon premier chéri et il me restait au final que lui parce que bah j'avais plus de meilleur ami, j'avais plus d'amis, j'avais plus personne et je me dis bah si j'ai plus lui en fait j'ai plus rien. Je suis dans une ville où je connais personne, ma famille elle est loin et voilà quoi. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'est jamais assez pour un pervers narcissique. Tout ce qu'on fait c'est pas bien. Il y aura toujours un truc. Du coup, bah, je mettais plus de vernis rouge, je mettais plus les habits que je voulais, je me coiffais plus comme je voulais, mais il y a toujours un truc qui va pas. C'est le caractère, c'est le machin, c'est le truc. Il y a toujours quelque chose, mais le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est eux. Ils ne seront jamais satisfaits. Vous essayez de changer des trucs en vous disant, je fais un effort pour eux. Il y aura toujours quelque chose d'autre parce que le problème, c'est vraiment eux. Donc ça sert à rien, ne changez jamais votre personnalité pour quelqu'un. Encore, enfin, non, enfin, c'est pas de l'amour en fait. Ils vous font passer ça comme quoi c'est de l'amour parce que c'est pour vous qu'ils vous aiment. Ce n'est pas ça de l'amour. Et surtout, ce qu'on dit pas assez, c'est pas parce que c'est des violences qui sont psychologiques que ce sont pas des violences. Moi, pendant longtemps, j'ai culpabilisé. Après la relation, j'étais en mode, est-ce que j'ai pas abusé? Est-ce que c'était vraiment comme ça? Est-ce que à me remettre en fait moi en question? De dire, est-ce que dans ma tête, peut-être c'était traumatisant, mais peut-être que sur le moment, j'ai mal compris, peut-être qu'il s'est pas vraiment passé tout ça comme ça. Et en fait, tu commences à te remettre en question parce que il n'y a pas de, entre guillemets, preuve, quoi. C'est pas quelque chose de physique, c'est pas des violences physiques, c'est des violences qui sont vraiment psychologiques. Heureusement, moi, on en est resté à ce stade. Mais c'est pas pour autant que ça atteint pas et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un traumatisme derrière. C'est bien réel, quoi. C'est pas quelque chose dont on parle assez, mais il y a beaucoup de personnes qui subissent des violences psychologiques et c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Ce sont quand même des violences et c'est pas normal et c'est tout aussi grave que des violences physiques en fait. Ça met tout autant de temps à soigner, ça demande, ça traumatise tout autant et il faut pas les prendre à la légère. Donc je passe littéralement 2 ans avec cette personne à vivre comme ça, à plus regarder les séries que je veux, à plus manger ce que je veux, à plus m'habiller comme je veux, à plus penser aussi ce que je veux. On perd énormément confiance en soi puisque moi dès que c'était tout en fait pour lui. Il montait des business en plus de ce qu'il faisait et à chaque fois je devais passer mes journées à l'aider, mes week-ends à l'aider. Du coup j'avais plus d'activité, j'avais plus de moments en fait pour moi. Et c'est toujours tout pour sa réussite et jamais pour la mienne. Et dès que je pose une question, ça sert à rien que je t'explique, tu comprendras pas. Enfin, toujours à nous rabaisser en fait comme qu'on finit vraiment par se dire, en fait je suis rien sans lui. Je suis qu'une merde, je suis vraiment une sous-merde, et sans lui je ne suis rien, et je suis capable de rien. Et en fait on s'en persuade, vraiment on perd 100% confiance en soi, et on se persuade qu'on n'est rien. En plus la personne, plus on fait d'efforts et on essaye de devenir ce qu'elle veut, plus elle s'éloigne aussi. Moi il voulait plus dormir près de moi, quand je demandais le soir à dormir en câlin, toujours une excuse, non j'ai chaud, j'ai mal à la tête, j'ai trucs, et du coup je m'endormais tous les jours, enfin toute seule, on est en couple, on est en relation, mais la personne veut pas de contact physique, sauf quand elle décide. Et c'est vraiment ce truc de se reconstruire après, de se dire mais en fait non, je suis quelqu'un à part entière qui est compliqué. Moi le déclic pour vraiment rompre cette relation, c'est grâce à lui, hein, il m'a laissée toute seule. Il m'a laissée toute seule pendant 3 semaines.
il est parti en voyage et il est rentré en Corse avant moi. Et c'est là que j'ai retrouvé un petit peu ma, entre guillemets, vie, parce qu'il était plus sur mon dos tout le temps. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai commencé un petit peu à en parler à mes parents, enfin à ma mère et à ma sœur surtout, qui elles ont commencé à me soutenir, à m'ouvrir les yeux. Et le fait de me sentir en fait soutenue, c'est là que j'ai compris que il y avait quelque chose qui clochait. Si on te le dit pas, on n'en parle pas. Moi, je le couvrais en fait tout le temps. Quand ma mère me posait des questions, je disais non, mais c'est moi qui veux faire ça, c'est pas lui. C'est tout le temps moi qui voulais. Alors, pas du tout. Et vraiment de me sentir soutenue, de revoir une ou deux copines, c'est là que je comprends. Il pète des câbles de plus en plus parce que je dis de plus en plus non. Je m'affirme de plus en plus. Et là, il prend l'exemple qui, moi, je pense, m'a fait vraiment avoir le déclic. Ma maman, c'est toute ma vie, c'est la femme de ma vie. Et je rêvais d'être comme ma maman. Et je la trouve très admirable. Et il me dit oui, mais tu commences à devenir comme ta mère, tu vas pas devenir comme ta mère, parce que ma mère, c'est une femme clairement indépendante. Et là, ça a commencé à m'énerver. Et un jour, je décide je le quitte. Je le quitte par téléphone parce que je l'avais invité à venir me voir, il n'est pas venu. Je l'appelle et je lui dis que je l'appelle pour lui dire que c'est fini, le mec ne répond même pas. Il me rappelle 3 jours après. Et du coup, je lui dis que c'est fini, il pète un câble, mais vraiment de haine. Et je pense que c'est ça qui a été facile. Après, on a eu une discussion en face quand même pour vraiment que je le quitte définitivement, expliquer le pourquoi du comment, qui n'a pas été expliqué parce que je n'avais pas encore assez de recul sur tout ça. Mais ce qui m'a aidé, c'est qu'il a tellement été dans la haine après, à m'insulter, à débarquer chez moi, à frapper devant chez moi là, pour que je l'ouvre la porte. Heureusement, c'est ma maman qui a ouvert. Qu'il a tellement été dans la haine que ça m'a dégoûtée et que j'ai ouvert les yeux. Parce qu'il avait plus cet aspect manipulation d'amour, avec des gros guillemets, mais c'était vraiment que de la haine et du coup j'ai pu très facilement après me détacher et passer à autre chose. Toujours avec de la peur, avec beaucoup de honte, mais j'ai pu passer à autre chose. À partir de là, je commence la salle de sport, vu que j'ai le droit d'y aller. Et surtout, je reprends confiance en moi, petit à petit. Je commence à retrouver certaines de mes amies qui me pardonnent d'être partie. Je commence à refaire des choses, à avoir une vie normale pour une adolescente de 19 ans. Mais je me remets vite en couple. Au bout de 5 mois. 5 mois, ça laisse pas trop le temps de guérir d'autant de blessures. Je me fais une grosse déprime pour plusieurs raisons. Je pense déjà parce que ça allait pas dans mon couple, parce que je me rendais compte de certaines choses inconsciemment, et parce que la fin de l'année arrivait et qu'il fallait que je choisisse soit de continuer de faire un master, soit de prendre du coup un travail en CDI, qui était littéralement moi ma phobie sur terre. Je sais pas ce que je veux faire, je suis pas bien dans ma peau, je panique. Et sur le moment, pareil, la déprime, c'est pas une dépression, c'est pour ça que j'emploie le mot déprime, c'est quelque chose où on culpabilise, en tout cas moi, énormément, parce que y a pas de vrais symptômes. On peut pas on met pas au début de mots dessus, on me dit pas que je suis en déprime, juste j'ai envie de rien, mais littéralement de rien. Je pleure tout le temps, je suis tout le temps triste en fait, et y a rien qui... Je me sens vide, y a rien qui m'émeut, je ressens aucune émotion à part pleurer, mais je sais même pas pourquoi je pleure, et ça dure, et je sens que c'est lourd pour l'entourage d'être comme ça déprimé, mais du coup tu culpabilises d'être mal, mais t'arrives pas à aller mieux, et en fait c'est un cercle comme ça vicieux, on n'est pas bien, jusqu'au jour où ma mère du coup m'emmène chez le médecin, et c'est là le médecin qui met des mots dessus et qui me dit t'es en déprime. C'est différent quand c'est ma famille qui me le dit, et quand c'est le médecin qui me le dit, je me dis ah ok, parce que moi j'avais la pression des examens, il fallait que je rentre sur Paris pour passer mes examens, et le médecin m'arrête pendant 3 semaines et m'interdit de retourner à Paris. Je le savais pas, c'est ma mère qui m'a dit il y a pas longtemps, mais il a même appelé par derrière ma maman en lui disant je peux pas vous parler, c'est secret médical, mais je vous interdis, là c'est le médecin qui vous parle parce que c'est notre médecin de famille, je vous interdis de laisser Maëlle prendre l'avion. Donc de là, je reste à Ajaccio, ma mère et ma soeur sont extrêmement présentes pour moi. Elles essayent, malgré mon humeur accablante, de me sortir, de faire des choses avec moi, de m'emmener au resto, de me faire des plats que j'aime, de vraiment, elles étaient aux petits soins avec moi, de si j'avais pas envie, c'était ok. Il y avait ce truc de si je suis pas bien, si j'ai envie de pleurer toute la journée, c'est ok. Si je suis de mauvaise humeur, c'est ok. Et vraiment, elles m'ont pas brusquée, elles ont été extrêmement compréhensives et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc pour régler tout ça, en parallèle, je commence à voir une psychologue qui m'aide du coup à sortir de ma déprime. Un peu plus tard, je décide de lancer mon entreprise. Vu que ça fait du coup des années que je suis dans le sport, que j'ai perdu du poids, etc. Je décide de lancer mon entreprise et d'aider d'autres femmes en fait à faire leur transformation physique, vraiment avec un soutien 7 jours sur 7, autant nutrition que sport, vraiment un accompagnement. Je fais pas juste des programmes, je veux les accompagner, être là pour elles et les soutenir justement dans tout leur chemin et leur transformation. À partir de ce moment-là, je me mets vraiment à fond dans mon entreprise et mon père tombe malade. Et pour éviter d'y penser, je vais vraiment travailler toute la journée. Je vais travailler tous les jours, 7 jours sur 7, je me mets vraiment à fond. Mais du coup, je me crée un petit peu une bulle où j'ai
Je m'enferme en fait et j'ai pas peur du coup du regard des autres parce que moi je me lance sur les réseaux, on est dans une petite ville, j'étais pas la fille super populaire on va dire au collège-lycée, j'avais un peu pas confiance en moi et du coup vraiment je m'enferme dans ma bulle et je me dis en fait personne me voit, je fais mes trucs un peu comme un robot, les réseaux ça commence à un petit peu marcher et c'est là que ça commence un peu à exploser. J'ai aidé plus d'une centaine de femmes en un an, j'enchaîne les coachings, j'enchaîne les rendez-vous avec mes élèves etc. Et ça fonctionne quoi. Et je me rends pas compte en fait, moi je suis dans ma bulle, je suis dans mon truc, je me rends pas compte que ça fonctionne, juste j'enchaîne, plus il y a du travail, plus je travaille, plus il y a du travail aussi. Donc ça c'est positif. Et là pour la première fois de ma vie, je prends du recul et je me dis mais en fait je suis bien. En fait je suis vraiment vraiment bien, je suis vraiment heureuse. Et j'ai commencé physiquement à changer, à m'habiller différemment, à m'habiller enfin comment je pouvais m'habiller. Parce que pour la première fois de ma vie, j'étais seule en fait, j'étais célibataire et il y avait personne qui me donnait son avis. Et du coup, j'ai commencé à tester des styles, voir ce que j'aimais, à oser porter certaines choses que j'aurais jamais osé porter, faire certaines choses que j'aurais jamais osé faire. Je suis partie des mois en Thaïlande, là je pars à Bali, je pars à Marrakech, prochainement à Dubaï, enfin je commence vraiment à voyager. Je découvre que j'aime voyager parce que j'ai toujours aspiré à de grandes choses mais intérieurement et j'avais jamais osé le dire parce que j'étais avec des personnes avec qui je pouvais pas le dire. Je sortais avec des personnes qui, pour s'élever, avaient besoin de m'écraser. Et du coup, je pouvais pas avoir mes propres rêves, je vivais pour leurs rêves. Et pour la première fois de ma vie, je suis bien. Et je pense que si j'ai à ce point retrouvé mon étincelle, c'est parce que je suis vraiment tombée amoureuse. Vous allez me dire, allez, encore un homme, c'est bon, elle revit pour quelqu'un. Pas du tout. Je suis vraiment tombée amoureuse de moi-même. Je suis en train de tomber amoureuse de moi. Et franchement, c'est vraiment incroyable, j'ose de plus en plus être moi. Je m'entoure de personnes qui vraiment veulent mon bien et veulent que justement m'élever, on s'élève les uns les autres. Et il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de mieux. Et j'ai jamais été aussi épanouie et pourtant je suis toute seule. Mais c'est ça qui est beau et je pense qu'il me faut encore du temps seul dans tous les cas pour guérir de tout ça et pour faire aussi des meilleurs choix. Il y a des choses maintenant avec ce que j'ai vécu qui me paraissent parfois un peu futiles. Il y a des choses du quotidien où j'aurais pu me prendre la tête avant qui maintenant me passent un petit peu au-dessus parce qu'il y a des choses vraiment plus graves. Je pense ce qui m'a aidé vraiment à passer outre, c'est le pardon. Le pardon et le fait de m'en prendre à moi. J'ai tout pardonné. J'en ai pas forcément parlé en face, mais j'ai pardonné à mon premier ex tout ce qu'il m'a fait. Mais j'ai aussi pris conscience que tout ce qui s'est passé, c'était de ma faute. En tout cas, j'en prends la responsabilité à 100%. Parce que je pense que si on est attiré à bout d'un moment par ce genre de personnes dans notre vie, que ce soit là, donc moi, les pervers narcissiques ou vous, autre chose, c'est parce que on a besoin de vivre quelque chose, on a besoin de vivre une aventure, ça reflète une de nos blessures, etc. Et je pense que si j'étais pas passée par tout ça, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et du coup, je prends 100% ma responsabilité. Si je commence à rester dans oui, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, t'avances jamais. Tu vis tout le temps dans le passé, tu peux pas avancer. Alors que si tu prends tes responsabilités, même peut-être que c'est l'extrême, hein, ce que je veux dire pour certaines personnes, mais si on m'a maltraité, si on m'a humilié, ben that's on me, c'est pas grave. Mais si j'en prends la responsabilité, je peux changer les choses. Alors que si j'en veux toujours aux gens de m'avoir fait vivre ça, de m'avoir... Au bout d'un moment, on grandit pas. Moi, je prends la responsabilité de tout ce qui m'est arrivé. J'en suis même reconnaissante. Et je pense que c'est pour ça aussi que je peux dire que je suis vraiment guérie de ça. C'est parce que j'en suis même reconnaissante, parce que ça me permet d'être la femme que je suis aujourd'hui et d'être arrivée là où je suis aujourd'hui. Et peut-être que j'aurais jamais vécu cette voie-là si j'étais pas passée par là. Et il n'y a pas de souci. Je suis même à l'aise avec mon passé au point que je suis en train de faire une vidéo que j'aurais jamais pensé faire quelques années avant. Et je pense que mon entreprise, cette vidéo, tout ça, ça a été au début un moment une revanche de me dire tu voulais pas que je fasse du sport et ben maintenant je deviens coach fitness. Et j'ai aidé les femmes. Mais plus maintenant, je le fais 100% pour moi et je recroise parfois ces personnes et j'ai aucune haine, je ressens rien envers eux, il y a pas de souci. Je n'irai pas non plus boire des cafés avec parce que j'ai pas envie, tout simplement, mais je ressens aucune haine, j'ai aucune vengeance en moi et je suis 100% heureuse. Je pense que la plus belle des vengeances et ma plus belle des revanches, c'est juste d'être 100% heureuse et épanouie après tout ça. Tout ça pour dire que peu importe ce que vous vivez dans votre vie, le pardon, je pense que c'est vraiment la chose qui peut vous faire avancer. Et qu'on a toutes vécu des choses, tout le monde a des traumas, tout le monde a des blessures, tout le monde a vécu des choses
pas forcément sympathique, mais il faut pas que ce soit quelque chose qui vous bloque. Rappelez-vous tout le temps que vous avez qu'une fucking vie. Et si t'as envie de monter cette entreprise, monte-la. Si t'as envie de faire ce sport, fais-le. Si t'as envie d'embrasser ce garçon, fais-le. Parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas ce qui va te tomber dessus. Donc pourquoi tu te lances pas? Au pire, t'auras essayé. Mais si t'essayes pas, t'es sûr à 100% d'échouer. Donc fonce. Vraiment, il y a personne, oui, on va peut-être se moquer de toi. Et alors, le jour où tu auras réussi, les gens, ils te demanderont comment t'as fait. La seule personne, vraiment la seule personne qui t'empêchera d'avancer dans la vie, c'est toi. C'est pas tes parents, c'est pas tes amis, c'est pas ton mec, c'est toi-même. Parce que si t'as vraiment décidé de faire quelque chose, tu le feras. Par contre, si tu le fais pas, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Donc, lance-toi, fais tout ce que t'as envie, regrette aucun moment de ta vie. Si on en a vraiment qu'une, faut que tu la vives à fond. Donc, ose, vraiment, ose. Ose monter cette entreprise, ose faire cette chose qui te fait peur, ose être toi-même en fait, juste ose être toi, arrête de te mettre des barrières parce que c'est la société, parce qu'on va penser ça de moi, parce que c'est pas normal de penser comme ça. Sois toi-même à 100% et tu ne seras jamais aussi bien qu'en étant 100% toi-même. Voilà, c'était l'histoire de ma vie. Il n'y a pas que ça dans ma vie, je vous rassure. Mais c'était les 2 périodes importantes de ma vie que j'avais envie de partager avec vous. Maintenant que je suis guérie, maintenant que je vais mieux. Et il y a encore du travail à faire. Je sais que j'ai encore du travail à faire sur moi. Mais il n'y a pas de souci, je suis jeune, j'ai 22 ans. Je pense que j'avance à mon rythme. Et c'est ça qui est important et je suis prête pour tout ce que la vie me réserve encore.